Salut mes petits Azounés, on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 2 de la saison 2 de la série Netflix Squid Game qui est sortie il y a pas très longtemps, le 26 décembre. Alors les 7 épisodes sont sortis d'un coup, je vais les regarder petit à petit, un par un, et je ferai une review à chaque fois afin de bien décortiquer l'intrigue et d'analyser épisode par épisode. Aujourd'hui, on s'attaque donc à l'épisode 2 qui s'intitule La fête d'Halloween, dans lequel on va suivre 456 qui, dans l'épisode 1, a éliminé le recruteur. Alors, pour commencer, petit retour sur la review de l'épisode 1. Il y a un élément qui ne dure que quelques secondes, que je n'avais pas vu lors de deux premières découvertes d'épisodes. Lorsque le recruteur propose au SDF du pain et des jeux à gratter. Il y a un SDF, un seul, dans tout le lot, qui prend le pain. Il n'y a pas de conséquences réelles à ce geste-là. On ne voit pas non plus le recruteur réagir d'une façon différente. Et c'est dommage parce que on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une conséquence à un geste particulier qui se décale du même geste de tous les autres. On savait que le recruteur avait un profond mépris pour les gens qui préféraient jouer de leur chance pour s'en sortir plutôt que de jouer sur leur motivation, sur leur talent, sur leur détermination. Alors, est-ce que l'on reverra ce personnage-là? Est-ce que dans le futur, il va bénéficier d'un traitement de faveur? Peut-être être recruté comme soldat? À voir, je ne sais pas du tout, mais c'est un phénomène particulier qui mériterait d'avoir son propre traitement particulier. On parlait de déchets également, c'est un terme récurrent qui vient entre la saison 1 et la saison 2, à savoir que les créateurs du jeu considèrent les joueurs eux-mêmes comme des déchets de la société. Je me suis posé la question de savoir si les créateurs du jeu télé Les 50 considéraient également les pseudo-stars has-been dans leur show télé comme des déchets également. Voilà, ça mérite. La question est posée, elle est là, moi j'ai rien dit, on est bien d'accord, j'ouvre le débat, démerdez-vous. J'ai mon petit avis perso, mais bon, moi qui suis-je? Bref, un épisode 2 beaucoup moins rythmé, beaucoup moins impactant que le premier. Et c'est normal parce que le premier, il fallait rentrer dans le vif du sujet immédiatement. Le 2, eh bien, on a cette impression-là que ça cuisine, ça mijote tout doucement. On est en train de faire monter la sauce, on est en train, une souris d'agneau de 7 heures. Ça prend 7 heures, si tu la sers au bout d'une heure de cuisson, ça n'a pas la même saveur. Quand tu prends ta fourchette, que tu effiloches doucement la chair autour de l'os, ça vient pas. Voilà, au bout de 7 heures, tu as les lambeaux de chair qui tombent d'un coup, c'est fondant dans ta bouche, ça a plein de saveurs, c'est pas la même, on est bien d'accord. Ça permet également de créer une sorte de lien affectif avec les personnages, notamment l'actrice, enfin la personnage qui joue le rôle du lapin, je l'appellerai lapin rose parce que moi les noms, les blazes là-dedans c'est mort, mais tu vois de qui je veux parler. C'est très important lorsque tu racontes une histoire un peu dramatique comme ça, de bien développer les profils des personnages, leurs enjeux, leur vie, leurs craintes, leurs espoirs, afin de créer un lien, de l'empathie avec ces personnages-là, pour que plus tard dans l'histoire, lorsqu'ils seront amenés à faire un choix cornélien, ou lorsqu'ils seront un peu en danger, tu ressentes les mêmes émotions via la série. Et ça, c'est un ressort très intéressant, très intelligent, que peu de séries font. Et quand c'est fait, ça marche, ça fonctionne. Tu regardes, je te fais l'analogie avec Dan Da Dan, l'animé actuellement. Tu as beaucoup d'épisodes dans lesquels il ne se passe pas grand chose. C'est du, comment on appelle ça, de la vie de tous les jours. Mais ça raconte pas grand chose. Mais ça te permet de créer un lien avec les personnages qui te permet de t'identifier à eux, de te faire sentir proche d'eux. A contrario, et je vais prendre l'exemple il y a 1 an ou 2 de la série, alors en 2 épisodes, Rebel Moon,
Pourquoi ça a floppé? Pourquoi c'était une grosse merde? Parce que les paysages, les personnages, eh ben, ils sortent du trou du cul de n'importe où. Tu ne connais pas leur passé, tu ne sais pas quelles sont leurs ambitions, quels sont leurs rêves, quelles sont leurs motivations. Ils sont là, on les met, ils ont un développement de 10 minutes. 10 minutes, qu'est-ce que je dis moi? Il y en a un qui, son job, c'est de dompter, je sais pas quoi, un griffon ou un aigle, je sais pas quoi. Tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment, tu comprends rien, et 20 minutes après, il meurt, le mec. Ça marche pas, ça peut pas marcher. Voilà, pour toi, c'est juste un connard lambda qui est cané. Bon, bah ok, passe à la suite. Raconte-nous quelque chose. Seulement, ça a duré 2 épisodes, ça a floppé. Voilà. Bref, passons à l'épisode en lui-même. Alors, l'épisode 2 va s'orienter entre 2 axes narratifs. Le premier, ça va concerner 456 et le flic, qui vont se rendre à la fête d'Halloween, dont le maître des jeux où le maître des jeux leur a donné rendez-vous. Et l'autre axe, ça va être l'arc du lapin rose, on va l'appeler comme ça, en sachant que ces 2 personnages-là, pourquoi est-ce que j'ai nommé l'épisode Destin croisé? Ils vont se croiser dans une cage escalier et l'intrigue va se nouer autour du passeur. Donc en premier lieu, comme attendu, le flic débarque sur les lieux dans l'hôtel où se trouve 456. Les 2 personnages vont confronter leurs informations sur leur jeu, leurs connaissances sur le jeu, l'un inside et l'autre un petit peu dans les coulisses. Le flic prend toutefois bien soin de ne pas mentionner son lien fraternel avec le maître des jeux pour que 456 lui fasse entièrement confiance. C'est-à-dire s'il sait qu'il y a un enjeu secondaire dans la quête du maître des jeux, il va pas lui faire entièrement confiance, il va douter du flic. On apprend dans une mini-scène entre le flic et sa mère que le maître des jeux était en fait un frère adopté, un enfant adopté, qui plus tard a préféré donner son rein à son frère, à son demi-frère finalement, à son frère au flic, plutôt que de vendre son propre rein pour pouvoir payer un traitement qui aurait sauvé sa femme. Un choix que n'a pas fait la mère, qui est rongée par le remords et qui est reconnaissance envers ce fils adopté qui a sauvé son fils charnel et qui n'a pas été en mesure d'aider sa belle-fille. Dans la partie recrutement de l'équipe qui va se rendre au rendez-vous du 31 octobre, on apprend que 456 a préparé son opération depuis très longtemps. Il a acheté des armes. Il a transformé l'hôtel en véritable camp d'entraînement. Il a pété les cloisons des chambres les unes aux autres pour faire une sorte de balle-trappe. Et on a une première notion temporelle, c'est-à-dire que lorsque 456 commence à faire les recherches dans le métro, on est au mois de mai, il me semble, mai-juin. Il le retrouve au mois d'août, puisque à la fin de l'épisode 1, lorsque le recruteur rentre dans la chambre de 456, au mur, il y a un calendrier avec écrit 8. Alors j'espère que c'est bien le même calendrier que chez nous, et que 8 c'est le mois d'août. Donc on est entre le 31 août et le 1er septembre, ce qui ferait 31 août, 31 octobre, il y a 2 mois. Et pendant ces 2 mois-là, il va y avoir la phase d'entraînement, de recrutement, de préparation un peu à cette opération-là. Et alors, si j'ai bien compris, c'est le maître des jeux qui a donné rendez-vous à 456, ce qui va poser plusieurs questions. Le maître des jeux donne rendez-vous à 456 via une carte de visite. Sur une carte de visite, il lui dit « Rends-toi tel jour, telle heure, à tel endroit ». Bon, cette carte de visite, elle est dans la poche du recruteur, dans une petite enveloppe très jolie, très mignonne. La question se pose donc, quand est-ce que le maître des jeux a mis cette carte-là dans la poche du recruteur? À quel moment? Si c'est dans le court laps de temps, la journée où le recruteur meurt, entre le moment, vous savez, où le recruteur joue avec les 2 mafieux, qu'il y en a un qui est assassiné, et qu'il dit à l'autre, bon, on va parler maintenant. Si c'est entre ce moment-là et le moment où il confronte 456, bon, là, ça pourrait paraître logique, ça pourrait paraître normal.
puisque il aura rendu compte des informations qu'il vient de récupérer auprès du mafieux au maître des jeux. Le maître des jeux lui dit ok, ben, s'il me cherche, donne-lui rendez-vous à tel endroit à telle heure. Voilà, tu prends la carte de visite et tu le retrouves et tu vas lui donner. Bon. Mais dans ce cas-là, me direz-vous, et je me le dis moi-même si vous ne vous le dites pas, pourquoi aller jouer à la roulette russe? Est-ce que c'est une initiative du recruteur? Et dans ce cas-là, il serait intéressant de savoir dans quel but le recruteur s'est dit bon, ben, avant de lui donner la carte, j'ai envie de jouer à un jeu et de prendre le risque de se faire buter. Ou est-ce que c'est le maître des jeux qui lui a dit ben, tu vas le voir, tu joues un petit jeu avec lui et s'il gagne, ben, il a la carte. Mais ce qui voudrait dire que le maître des jeux prend en considération le fait que son recruteur peut mourir. Et si c'est une initiative du recruteur, alors le recruteur a peut-être voulu se donner une possibilité de mourir et de cette façon récupérer sa liberté. Est-ce que le recruteur agit de façon autonome ou est-ce qu'il est téléguidé par le maître des jeux? On sait que c'est leur petit chien, ok, mais est-ce qu'il n'agirait pas un petit peu de façon autonome comme dans la scène du parc où il va acheter des tickets à gratter et du pain? On ne sait pas si ça vient de lui ou si c'est un ordre qui lui vient du dessus. Parce que si ça fait partie d'une sorte de recrutement, va voir les SDF et seuls ceux qui se montrent dignes de prendre le pain, eh bien on pourra les recruter. Peut-être, j'en sais rien, je ne sais pas en spéculation, mais ça pourrait être intéressant également comme développement. Vous voyez, il y a plusieurs grilles de lecture différentes qui seraient très intéressantes à analyser si on avait des petits points comme ça de compréhension. Mais si le maître des jeux a donné la carte de visite au recruteur depuis le début, c'est-à-dire depuis le moment où le recruteur arpente le métro, alors ça veut dire que le maître des jeux est au courant que 456 le recherche. Il est au courant de toute façon puisqu'il a eu au téléphone à l'aéroport. Et que le recruteur a fait en sorte que les mafieux lui tombent dessus. Vous voyez, le retrouve. Ce qui veut dire que le maître des jeux serait un mastermind depuis le début. Le 31 octobre, le jour de la fête d'Halloween, le rendez-vous est donné dans une boîte de nuit où tout le monde est déguisé, donc c'est une parfaite couverture, on a bien compris le truc. Le mafieux qui accompagne 456 se fait griller et 456 est amené dans une limousine à l'arrière de la boîte de nuit dans laquelle il va pouvoir s'entretenir directement avec le maître des jeux via un cochonphone. Oui, un cochonphone. On a les escargophones dans One Piece, ça marche très bien. Alors je vois pas pourquoi dans Squid Game, on n'aurait pas le cochonphone. Voilà, je l'ai inventé, cherche pas. C'est tout nouveau et 12,50€ chez ton marchand de journaux. Oui. Voilà, eux aussi ils vont faire des figurines, tu verras qu'ils vont faire du merchandising. Achète, c'est pas cher. Bon, l'équipe de 456 est neutralisée très rapidement par les sbires du maître des jeux. On s'y attendait un petit peu quand même, voilà. La discussion dans la limousine n'est pas hyper intéressante, si ce n'est qu'elle permet de donner la parole au maître des jeux qui va se défendre de son action. Il se défend d'être juste le créateur et que il ne force personne à participer à ces jeux-là. Ça peut être entendu, hein. C'est un point de vue assez hardcore, mais c'est entendable comme justification. Et il y a une sorte de jeu de dupes dans ce nouveau huis clos de la limousine. On pourrait penser que l'un essaie d'influencer l'autre à tour de rôle. Lorsque le maître des jeux dit à 456 « Est-ce que vous pensez vraiment pouvoir arrêter ce jeu avec une arme ?» En sous-texte, il lui dit trouve notre moyen de nous arrêter. Peut-être viens reparticiper. Tu vois, peut-être que le maître des jeux pousse 456 à faire le premier pas pour revenir dans le jeu. Et là, on va s'occuper de toi, t'inquiète pas. Mais on comprend, nous, en tant que téléspectateurs, que 456 a l'intention de revenir dans le jeu quoi qu'il arrive. Et comment est-ce qu'on le voit? C'est que premièrement, il va se faire implanter une dent avec un signal GPS. Et de deux, c'est le fameux j'aimerais entendre ta voix une dernière fois, il appelle sa fille au téléphone. Donc c'est très intéressant, on peut se demander à ce moment-là qui manipule qui. Et il a également fait en sorte de préparer ses affaires, comme on dit, lorsqu'on n'est pas sûr de revenir.
en s'assurant que la famille de Sae-biok, alors là je fais une petite exception sur le nom, que la famille de Sae-biok se retrouve. Alors Sae-biok, c'était la nana brune, la toute petite nana brune, qui dans la saison 1 arrivait en finale avec 456 et son pote d'enfance. Je ne me rappelle plus le numéro qu'il avait, peut-être 211 de mémoire, mais je sais plus. 218. Pas loin. Bon. Cette unité, le 7, c'est un chiffre porte-bonheur, c'est pour ça, faut jouer les mecs. Un gros loto bientôt. Et pour cela, il va voir le fameux passeur qui fait passer les transfuges de Corée du Nord en Corée du Sud. Dans la saison 1, on se souvient que Sae-biok avait demandé au passeur de faire revenir son petit frère du Nord. Et en gage d'héritage, on va dire, en termes de dernière volonté, elle avait dit à 456, si tu t'en sors, fais en sorte que mon petit frère, qui se trouve à tel endroit, ne manque de rien et trouve une famille. Et dans la mesure où, en finale, 456 affrontait son meilleur ami, numéro 218, et que 218 mourait, je te spoil pas, c'est bon, ça fait 2 ans que la saison 1 est sortie, et qu'il culpabilisait un petit peu de voir la mère de 218 attendre en vain le retour de son fils, il a eu l'idée de donner en garde le petit frère de Sae-biok à la grand-mère poissonnière. Et donc il va demander au passeur de tout faire pour récupérer la mère qui est sortie d'un camp en Corée du Nord et de la ramener à la poissonnière pour qu'elle retrouve son fils. Et c'est là où les deux intrigues principales de l'épisode vont se croiser avec le personnage du lapin rose, comme je l'appelle, une nana qui est également une transfuge du Nord, qui vit dans sa voiture et qui travaille dans un parc d'attractions. On apprend qu'elle a laissé sur place sa fille de 1 an, bon bien malgré elle bien évidemment, elle ne l'a pas abandonnée, on est bien d'accord. Et elle vient voir le passeur pour essayer de la retrouver parce qu'elle, par contre, elle n'a aucune nouvelle de savoir si elle est toujours en vie, etc. etc. Par contre, là où ça devient un peu plus velu, c'est que si sa fille avait 1 an au moment où elle a passé la frontière, et pour la suite de l'intrigue, maintenant la gamine devrait avoir 5-6 ans normalement. Okay, se garder ça un peu en tête. 5-6 ans, allez, entre 3 et 6 ans, elle devrait avoir ça. J'ai pas trop la temporalité de cette histoire. Mais tout dépend combien de temps elle est restée entre le moment où elle a passé la frontière et le moment où va se dérouler la première partie de l'intrigue. Et tout naturellement, elle va faire un transfert sur la petite fille d'un dessinateur du parc qui, elle, est atteinte de leucémie et qui a besoin d'une greffe de moelle osseuse. Et dans son développement, il y a plusieurs points qui vont nous interpeller tout au long de l'épisode. La première, c'est que lorsqu'elle va voir le passeur, elle lui dit c'est bon, je peux avoir plus d'argent s'il le faut. Alors est-ce que elle économise son pognon du parc d'attractions, son salaire, en vivant dans sa voiture pour payer ça justement, ou bien c'est qu'elle a déjà une grosse quantité d'argent, elle a gagné une grosse quantité d'argent. On peut se poser la question, je pense plutôt la première solution, mais la deuxième reste tout à fait valable par rapport à ce qu'on apprend de la suite dans l'épisode. Ensuite, sur le fait que c'est un membre de l'organisation qui va la retrouver, qui l'appelle par son prénom, donc son nom, donc ce qui veut dire qu'ils la connaissent déjà. Elle reconnaît le mec de suite, elle n'est pas surprise, elle n'est pas étonnée, d'accord ? Et sans même qu'on lui explique les règles du jeu, elle ne joue pas déjà avec le type, et sans même qu'on lui explique le pourquoi du comment, elle appelle le numéro et dit ok, je reviens participer. Et à la fin de l'épisode, le cliffhanger, c'est que, on apprend que c'est une ancienne soldat de l'organisation, les fameux personnages en costume rose, les ronds, carrés et triangles, elle en fait partie.
Ce fameux recrutement que j'attendais de voir, développer effectivement dans ma réaction de la bande-annonce il y a un petit mois de ça, eh bien écoutez, je suis comblé, j'apprécie de voir ça. Même si on comprend également qu'elle y retourne, elle y est déjà allée, donc ce n'est pas un recrutement prime. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on rappelle un extra qui a déjà bossé chez toi en fait. Moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui fait que l'organisation va aller chercher telle ou telle personne pour devenir soldat ou pour devenir joueur. Vous voyez ce que je veux dire? Et on comprend également la motivation qui va être la sienne à revenir dans ce jeu horrible. C'est que en tant qu'ancienne employée, en tant qu'ancienne soldate, elle a dû très certainement entendre parler des trafics d'organes qui ont lieu sur les cadavres des joueurs. Et peut-être qu'elle se dit, ok, je vais y retourner et je vais tâcher de récupérer un greffon de moelle osseuse pour la gamine qui a besoin d'une leucémie. Ça pourrait être un développement intéressant de la part de son personnage. Je peux pas sauver ma fille, tant pis, je vais essayer de sauver celle d'un autre. On est à la fin de l'épisode 2, on n'est toujours pas sur l'île, mais le jeu va pouvoir à présent commencer. Toutes les pièces sont sur le plateau. 456 est dans la limousine qui va l'amener sur l'île. Le lapin rose est dans le camion qui va l'amener sur l'île. On a le flic et son équipe qui sont en attente mais savent où se trouve en temps réel 456. Est-ce que ce dernier va réussir à déjouer la vigilance du maître des jeux et de sa team avec son implant? Est-ce qu'il n'y a pas un brouilleur sur l'île qui va permettre de brouiller le signal GPS? On se souvient quand même qu'il y avait eu des failles, puisque dans la saison 1, il y avait la nana qui avait réussi à faire rentrer des clopes. Voilà. Est-ce qu'ils vont être un peu plus hardcore, un peu plus vigilants avec 456 ou pas? Est-ce qu'on va revoir le fameux SDF qui mange du pain de l'épisode 1? Et si oui, de quel côté? Côté joueur, côté soldat? Qu'est-ce qui fait qu'on va recruter un joueur ou un soldat? Quels sont les critères? Moi, ça, j'aimerais bien comprendre, j'aimerais bien le savoir. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? On a un rythme plus lent, c'est vrai, j'ai failli m'endormir à plusieurs reprises. Bon, c'est peut-être parce qu'on a bien mangé aussi avec les fêtes, donc allez, vas-y, tape ta petite sieste dans l'après-midi. Mais ça reste très intéressant, voilà, comme je le disais, ça cuisine, ça prend son temps, ça mijote, on fait monter la sauce tout doucement. On arrive à l'épisode 3 sur 7, donc après cet épisode-là, on va très rapidement passer la moitié de la saison. Donc effectivement, je pense que soit le jeu sur l'île n'ira pas au bout du Squid Game, soit tu auras une saison 3, voilà, parce que j'ai confiance, je me dis que les producteurs prennent le temps quand même de bien développer le truc, c'est pas pour rusher sur les derniers épisodes, ça n'aurait aucun sens. Voilà, ne prenez pas pour des cons non plus, même s'il faut pas oublier qu'on l'est, oui. Bon, je vais aller me mater l'épisode 3 à présent, et puis on fera une review peut-être demain ou après-demain, et peut-être le 4 également dans la foulée, comme ça, ouais, ça va être génial. Je me régale, j'espère que vous aussi. Un petit pouce bleu, un petit abonnement si vous voulez suivre la suite de mes réactions sur Taz & Chill, sur la saison 2 de Squid Game. A très vite, ciao!